Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois à votre émission La Place. Bonjour Cynthia. Bonjour Betty, comment vas-tu? Ça va très bien toi? Ça va bien. Oui, t'as passé une belle semaine? Oui. Puis avec le soleil, j'ai rien à me plaindre. Ça va bien, il fait beau. Donc encore une fois, merci d'être ici avec nous. Il fait beau, il fait soleil, c'est l'été qui commence, c'est le Grand Prix. Fait qu'on est vraiment content de vous avoir avec nous encore une fois. Donc aujourd'hui, le sujet de l'émission, c'est les gens qui sont derrière les organismes à but non lucratif ici au Québec. Donc on va en rencontrer plusieurs, dont les fondateurs de l'organisme Moali, qui est un organisme pour mettre en valeur la femme et défendre les causes sociales, tout ce qui est à voir avec la femme, la famille et l'enfance. Donc on va les avoir dans quelques minutes. Donc t'es bien jolie aujourd'hui. Ben, j'allais dire ça, t'es plus rapide que moi. On s'est pas parlé, puis on est venus toutes les deux en fleurs, hein? Ben oui, mais moi j'ai passé les thématiques estivales, Ouais. il fait beau, l'été Ouais. commence, pourquoi pas des fleurs, et voilà. Est-ce que tu vas au Grand Prix? Non, il y a je plein de vais pas, choses. j'ai un petit peu de problème avec la foule. C'est comme, c'est bon au début, mais après ça, là, il y en a trop, ça, ma tête tourne. Ouais, moi aussi je suis pas trop fanatique des foules, à moins que je sois en avant. Je suis complètement en avant, puis tout le monde est derrière, là, c'est correct. Mais là, moi j'habite à la Rive-Sud, fait que depuis qu'il y a le 10-30, pas prendre le pont, c'est pas un problème. Ouais. Fait que peut-être que je vais aller plus en 10-30, écouter qu'est-ce qui se passe. Ouais. Parce que maintenant, la Rive-Sud essaie de compétitionner avec Montréal. Ah, ben c'est sûr. Il y a tellement de gens qui s'en vont habiter à la Rive-Sud. Ouais, mais c'est Ouais. juste le pont le problème. Ouais. Bon, mais en tout cas, t'es très jolie, puis il faut que tu marches avec ta tenue. Il faut qu'on te voie là, aujourd'hui, là, parce que j'aime ta robe. T'inquiète. Bon, passons aux choses sérieuses. Ben oui. Donc aujourd'hui, avant de vous présenter nos invités, on voulait parler un peu d'actualité comme on fait d'habitude. Ouais. Et puis, moi, ce que je voulais vous partager, c'est que j'ai lu un article cette semaine qui parlait du nouveau comité organisateur, parce que je pense qu'il y a comme un nouveau comité qui a été établi depuis moins d'un an ou quelques mois. Et la majorité sont des femmes. Girl power. Donc là, qu'est-ce que ces femmes-là ont décidé? C'est qu'on élimine le concours en maillot de bain. Ouais. On l'élimine. Et dans un article qui est apparu dans le journal La Presse, on dit le concours Miss America est une compétition. Bon, tout le monde le connaît. Sur le compte Twitter du concours, nous pouvons voir une vidéo montrant bikini portant parfait enfumé, le mot clic, bye bye bikini. Donc ça c'est comme le nouveau hashtag que le comité a instauré, bye bye bikini, et on dit que ce n'est pas le seul changement que les téléspectateurs pourront constater. Le volet robe de soirée de la compétition subira aussi quelques ajustements. Gretchen Carson a affirmé que les participants pourront choisir de porter la robe de leur choix. Petit détail, ces changements surviendront alors que l'organisme chapeautant le concours est entièrement dirigé par des femmes. Le concours Miss America se tiendra le 9 septembre prochain à Atlantic City. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben moi, j'avais écouté puis j'ai regardé. Une des influences de la décision du comité, c'est le hashtag MeToo. Donc, ils voulaient vraiment retirer cet aspect très hyper sensualisé et l'aspect de faire voir la femme comme un objet sexuel. Et ce qui était intéressant dans le comité, c'est une ancienne Miss America qui est là-dedans. Ah bon? Puis j'ai écouté son entrevue en télévision et elle expliquait aussi que d'abord et avant tout, c'est pas vendre la beauté, mais c'est vendre une femme qui va faire une différence dans son milieu. Et ça s'est un peu mélangé au cours des années et ils veulent remettre ce focus où ce que lorsqu'ils font un don d'argent à cette femme qui va pouvoir s'impliquer dans les organismes, comme on va parler plus tard, mais qu'avec toute l'hypermédiatisation, les costumes de bain, les bikinis, on a perdu cette essence du vrai rôle de Miss America. Puis honnêtement, quand j'ai écouté ça, j'ai fait OK, moi je fais partie de ces gens, tu vois, je suis très honnête ici. Puis j'ai dit c'est vrai, moi je pensais que c'était un concours de beauté. Tu regardes le physique parce que c'est ça qu'on juge. Mais non, mais moi je pensais que c'était un concours de beauté. Ben tout le monde pense ça. Fait Tout que, le monde alors pense ça. de savoir que c'est pas un concours de beauté puis que c'est pour que ce soit une femme qui fait un impact dans le milieu, j'ai dit ben c'est vrai, ils ont perdu l'essence de ce que c'était. Ça s'est perdu. Alors, ça s'est perdu. Moi, ce que je pense par rapport à ça, moi personnellement, puis je veux vraiment, je vais pas influencer qui que ce soit. Moi, je pense que c'est comme on dit en anglais,
too little, too late. Ouais. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire. Too little, too late, c'est un peu, trop tard. Parce que la femme est perçue comme un objet sexuel dans tous les médias. Ouais. Dans les vidéos de musique urbaine, hip-hop, pop, you name it, la femme est perçue comme un objet sexuel. Dans les publicités, souvent, on va utiliser le corps de la femme comme un accessoire. La femme est considérée elle-même comme un objet. Si on regarde la prostitution et tout ça, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Moi, je pense que c'est une bonne décision, mais il y a énormément de travail à faire dans les médias, dans la télévision, dans le cinéma, où ce que la femme est jugée par son physique. Il faut que la femme soit belle, il faut qu'elle mesure 6 pieds, il faut qu'elle soit mince, il faut qu'elle ait les cheveux comme ci, comme ça, il faut que le nez soit comme ci, comme ça. Donc, il y a un impact que les médias ont eu sur nos jeunes filles et même sur nos jeunes garçons depuis tellement d'années, où on le voit maintenant avec le phénomène Instagram. Toutes les jeunes filles veulent avoir un corps parfait. Il y a une pause qu'il faut prendre pour que ton ventre paraisse plat, pour que tu aies l'air plus mince de ce que tu en es. Moi, je crois à prendre soin de soi-même. Moi-même, j'aime prendre soin de soi-même comme toi, comme n'importe quelle jeune femme. Mais je suis contre l'hypersexualisation de la femme et surtout la femme noire. Tu sais, on est des femmes noires et on voit que comment le corps de la femme noire est utilisé dans les vidéos hip-hop, dans tout, puis pas juste dans le hip-hop, dans le mainstream média, dans les médias de masse si on veut. Donc moi, c'est là que je pense qu'il faut aller faire un travail, qu'on arrête d'utiliser le corps de la femme comme si c'est une industrie, comme si c'est un objet pour faire du cash et qu'on soit égal. Pourquoi, tu sais, je regarde à la télévision, dans plusieurs émissions, au cinéma, dans les vidéos, pourquoi c'est la femme qui doit se mettre tout nu? Mais pour mettre la vidéo en valeur, pour vendre des disques. Quand je regarde certaines chanteuses, on va pas les nommer, pourquoi il faut qu'elles soient à moitié nues pour vendre leur musique? Mais moi, je veux juste te dire, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Oui, on dit too little, too late, mais moi, ce que j'ai appris, c'est quelqu'un qui m'a dit ça récemment, pour remplir un verre d'eau, il faut une goutte. Donc, prenons les petits efforts, puis honorons, puis même les célébrer, parce que c'est des petits efforts qui peuvent emmener un changement. C'est déjà un premier pas. Hashtag MeToo, c'était supposé d'être une petite affaire normale, et puis ça a dépassé en une semaine, mais c'est devenu un mouvement où ce que maintenant, les gens utilisent ça par rapport à cette plateforme pour vraiment dénoncer. Donc, oui, il y a un aspect que tu dis, OK, ça a pris tout ce temps-là à décliquer, mais en même temps, tu dis, il vaut mieux ce petit départ-là que non. C'est sûr que, oui, il y a une hypersexualisation au niveau des médias sociaux, même qu'il y a eu une augmentation des chirurgies cardiaques chez les adolescentes depuis le mouvement d'Instagram et de Facebook, surtout au niveau du nez, parce que, tu sais, quand tu dis les chirurgies, tu parles des chirurgies esthétiques. Surtout, ça a augmenté au niveau du nez à cause des selfies comme ça. Ouais. En plus, il y a les lèvres. Tout le monde veut ressembler à Kim Kardashian. Donc, c'est sûr que ça a emmené ça. Mais où est-ce que nous, on essaie d'apporter une différence en tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que quoi que ce soit, c'est emmener cette valorisation-là en disant juste littéralement tu es belle ou je me trouve belle. Et ça me donne belle comme tu es. C'est ça. Ça me donne un exemple. Je lisais un article et c'est un des articles qui m'est frappé, qu'encore j'en parle. C'est Kate Winslet qui a fait Titanic, qui est une des plus belles femmes au monde. Elle disait que dans un article dans Vogue, il y a quelques années, qu'elle n'a jamais entendu sa mère dire qu'elle était belle. Wow! Jamais. Fait qu'elle n'a jamais eu cette culture de se valoriser elle-même. Et quand elle a eu sa fille, la première chose qu'elle a appris à se dire, et imaginez, une des plus belles femmes au monde se dit « Je suis belle, je me trouve belle », qu'elle ne disait même pas elle-même, mais pour le bonheur de sa fille, elle a appris pour l'enseigner à elle-même. Elle n'a pas de faire la même erreur. La même erreur. Alors, oui, il y a une hypersexualisation, oui, on a les médias sociaux, mais quel impact on peut avoir, le plus petit que ce soit, pour changer ce mouvement-là? À la maison aussi, je pense qu'il faut montrer à nos filles, à nos garçons, il faut leur dire « t'es belle comme tu es », même si t'es un petit peu rondelette, même si ton nez est différent, ta bouche est différente, t'es la plus petite de la classe ou t'es la plus grande de la classe. Je pense que les parents aussi ont un rôle très important à jouer dans la croissance de l'enfant, dans l'estime de soi de l'enfant. Parce que j'ai rencontré plusieurs femmes tout au long de ma vie
Et parmi ces femmes, j'en ai rencontré des amis, certaines des collègues qui avaient des problèmes, on appelle les problèmes d'alimentation, qui étaient soit boulimiques, troubles alimentaires, pardon. Donc, tu connais ça, toi, tu es infirmière. Donc, j'ai rencontré plusieurs de ces femmes-là et je pourrais te dire que le point commun de la plupart de ces femmes-là, ça partait de la maison. Ça ne partait pas de la télévision ou des médias, ça partait de la maison parce qu'il y avait une mère qu'elle-même n'avait pas une bonne image d'elle. Elle ne s'aimait pas, elle faisait toujours des régimes. J'ai rencontré des femmes que leur mère était boulimique ou leur mère leur disait t'es trop grosse, t'es trop ci, t'es trop ça. Donc ça crée comme un genre de trouble psychologique, si on veut. On ne s'accepte pas parce que si la personne qu'on adore le plus, qui sont nos parents, ne nous apprécient pas, ben nous, on ne peut pas s'apprécier. Ben, moi, j'ai eu un beau côté puis un mauvais côté. Moi, j'ai jamais été mince et j'ai toujours eu une forme, comme on dit, Coca-Cola. Donc, la petite taille, des hanches plus menues. Donc, ça fait que n'importe quoi je porte, mes fesses ressortent. Bon, je suis une vraie black. Et une partie des gens me critiquaient de « Oh, on voit trop tes fesses, oh, t'as chaud, t'as grossi. » Et quand tu dis les gens au travail, au milieu, même, oui, dans tous les sortes, même que une des choses qui m'avait frappée, c'est que j'aimais beaucoup la danse. Puis j'avais peut-être 12 ans, quelque chose comme ça. Puis j'étais une des meilleures, puis les filles n'étaient pas contentes. Wow. Puis une des filles Quelle danse? Je faisais jazz puis un peu de ballet. Oh, wow. Puis il y a une fille qui m'a dit « T'es trop grosse pour danser. » Alors, les filles qui dansent habituellement sont minces, mais toi, t'es grosse, tu vas jamais. Avec quel âge à ce moment-là? 12-13 ans. Wow. Puis ma mère m'a dit, j'ai arrêté subitement, j'ai dit, je ne veux plus danser. Et pourtant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais l'autre aspect, c'est que j'ai été chanceuse. Ma mère, elle est comme moi, elle aime toujours valoriser. Fait qu'elle m'appelait, tu es belle, tu es ma poupée. Donc, j'ai eu ce tiraillement-là, mais je pense qu'elle a quand même mis des semences de vie. Puis dans la fin vingtaine, j'ai dit, OK, là, on s'en fout, là, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de me valoriser puis de m'aimer. Puis je vais juste apprendre à savoir ce qui me valorise. Je sais ce qui me va bien, je sais ce qui ne va pas bien. Puis je vais apprendre à faire comme, si je suis bien dedans, c'est correct, ça a droit à ton opinion, mais probablement ça va aller dans les poubelles, puis moi je m'aime comme je suis. Et ça a emmené un renversement, mais je pense que c'est vraiment au point de vue aussi à cause de ma croyance, puisque je suis chrétienne. Quand Dieu dit aimez votre prochain comme vous-même, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une virgule dans la Bible, et c'est que ça veut dire qu'on inverse. Fait que le sens c'est aime-toi. Puis quand tu seras comment t'aimer, tu seras comment aimer ton prochain. Donc j'ai pris ce verset biblique-là, puis j'ai fait OK, si je ne sais pas comment m'aimer, je ne peux pas aimer mon prochain. Et si c'est un commandement de la Bible, ça veut dire s'aimer aussi. C'est quelque chose que Dieu nous demande. Et ça a vraiment amené ce renversement par rapport à ma croissance et mon estime personnelle. Wow, c'est vraiment un beau sujet, c'est un beau témoignage. Et puis, Carl, je pense qu'on pourrait en parler pendant toute l'émission. Mais toi, tu avais quelque chose à partager? Tu avais une actualité à partager? Oui, je voulais parler, comme tu as parlé de la femme et tout, mais là, il y a le G7 présentement. Et Donald Trump aussi est très maladroit au point de vue de ses propos. Donc, j'avais ressorti, mais juste pour faire un résumé, c'est aussi de voir qu'au point de vue politique, les droits de la femme est encore un sujet très chaud. Donc, c'est quelque chose que la femme, on devra constamment se mettre debout puis s'identifier pour ce qu'on est. Tout à fait. Donc, et même, ça a pris des années avant que légalement l'ONU et au point de vue politique mondial, qu'on reconnaisse la femme comme une personne et non comme un objet. Donc, c'est un sujet de la femme, oui, c'est un sujet qui va toujours rester d'actualité, mais c'est un sujet qu'il faut toujours se tenir debout, croire à nos valeurs et les transmettre, que ce soit notre fille, mais que ce soit aussi le garçon, de comment traiter une femme. Donc, c'est juste pour vous dire avec ce sujet-là qu'on reste toujours dans l'actualité quand on parle à la valorisation de la femme, l'estime de la femme et les droits de la femme en tant qu'être. Oui, c'est vraiment important. Donc, c'est vraiment, on pourra en parler pendant toute l'émission, mais on va revenir. Oui, mais on est dans la bonne thématique. On est dans la bonne thématique avec deux belles femmes
Donc ça va bien, des belles femmes qui Oui, parlent mais de femmes, on a des et hommes. des femmes intelligentes, et on a des hommes qui s'en viennent. Les hommes vont parler aussi Oui. de eux autres qui veulent élever les femmes. Oui, exactement. Donc on est quand même dans le même Oui, sujet. oui, on va juste prendre 30 secondes pour remercier nos commanditaires comme on fait d'habitude. Donc, merci à l'Espace Urbain de nous accueillir, de nous avoir accueillis pendant toute cette saison. Donc, la saison va bientôt tirer à sa fin. Ouais. On a encore quelques émissions pour cette saison. Et on leur remercie. Vous savez déjà où est-ce qu'ils sont, 5934 rue Saint-Hubert, près de Rosemont, pour vos parties de Noël. Noël est pas loin, mais quand même. Non, De vos parties. Pas de neige là. Bon, parce que surtout que la neige a fondu il y a pas longtemps. Non, on va pas la rappeler. Je t'ai fait peur. Oui, mais t'as pas vu, je t'ai tourné le dos. Donc, pour vos parties, vos anniversaires, vos 5 à 7, tout, même vos enregistrements, lancement d'entreprise. Donc, c'est la place pour être. Merci à Africa Musique, qui est l'union entre l'Afrique et le Québec, l'union musicale. Et merci à l'OH, photographe, de toujours capter des moments magiques. Donc, Effie, qui t'a donné cette belle robe. Non, c'est pas Effie. C'est pas Effie. C'est pas Effie, mais je vais porter sa robe bientôt. Mais... Donc, Effie, notre designer, merci, on allait l'oublier. Mais oui, ça ressemble un peu aux créations de Effie, mais bon, c'est de ma garde-robe. Aujourd'hui, je porte quelque chose de ma garde-robe. Puis ici, on peut se mettre debout, même si c'est des vêtements de notre garde-robe. Écoute, on peut quand même montrer aux... Oui, mais... On parlait des femmes qui ont des... Oui, c'est ça. Qui sont voluptueuses. Donc, nous, ça nous fait bien ce genre de robe-là. Et c'est ce qu'on aime. Moi, j'aime ça. J'adore ce genre de robe-là. Vous allez me voir souvent avec ce genre de robe-là. Je ne sais pas pour toi. Oui, mais c'est drôle parce qu'il y a une petite fille qui est venue, elle m'a dit « Pourquoi tu portes toujours des affaires chic? » Mais j'ai dit « J'aime les robes parce que les robes me mettent en valeur. » Exactement. Donc, c'est apprendre. Mais oui, mais c'est ça, c'est apprendre à savoir ce qui nous fait sentir bien. Exactement. Connaître ses formes. Donc là, on va accélérer un petit peu plus, mesdames et messieurs. Comme vous voyez, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on voulait faire une émission. Depuis longtemps, on voulait faire cette émission-là. Souvent, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'exceller, on parle de carrière, mais je trouve qu'on oublie les gens qui sont derrière les organismes à but non lucratif. Et c'est vraiment, il y a beaucoup d'organismes à but non lucratif au Québec qui font un travail extraordinaire, qui aident soit les familles, les femmes, les gens à faible revenu, l'insertion sociale, le retour aux études. Et on voulait parler de ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons des invités très spéciaux et on a les fondateurs de l'organisme Moali, qui est un organisme justement qui met en valeur la femme, mais surtout qui prend plusieurs initiatives pour combattre la violence faite aux femmes, que ce soit au Congo et dans d'autres pays. Et on va appeler son fondateur, tout d'abord, M. Olivier, à venir nous rejoindre. Donc, on va se mettre debout. On va l'accueillir. Rebonjour Olivier. On se fait la bise. Oh, je suis pas habituée, nous autres à Montréal, c'est deux, je suis toujours là. Bonjour. Bonjour. Bon, on va s'asseoir avec Olivier en bas. Eh mon Dieu, je suis en sécurité. Entre deux belles femmes, C'est c'est ça. correct. Comment vas-tu, Olivier? Je vais très bien, vous? Ça va très bien. Merci d'être ici avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci, Olivier. Écoute, comme je te l'avais déjà dit, c'est une émission qu'on voulait faire depuis longtemps parce qu'on trouve que les gens qui sont impliqués dans des organismes à but non lucratif ici au Québec font un travail extraordinaire. Et on voulait te demander, c'est quoi le Moali exactement? C'est quoi la mission derrière le Moali? Et puis après, on va parler de toi un peu. En fait, Moali, j'ai toujours dit plusieurs fois, j'ai cessé jamais de le répéter, Moali est très vaste. Moali est parti d'une série de violences faites à la femme, faites aux femmes, faites aux enfants, aux jeunes filles dans l'est de mon pays d'origine qui est la République démocratique du Congo. Dès là est venue l'idée de créer Moali. Et puis en grandissant en maturité et en sagesse, on a compris que ça ne se limitait pas seulement à la violence physique. Ça allait au-delà de cette violence, la femme subissait plusieurs injustices. La terre étant répartie sur plusieurs continents, sur plusieurs pays, donc chaque région du monde a ses réalités. Si au Congo on parle de violence et de l'éducation en Afrique de manière générale,
Au Canada, on parle de l'équité salariale. Donc, chaque région du monde a ses réalités. D'où Mwali, une fois arrivé au Canada, installé au Canada, Mwali est allé maintenant rechercher, rassembler toutes ces causes-là, afin d'aller maintenant trouver un moyen avec les lauréates qui participent aux différentes soirées gala de Mwali, qui vont travailler avec Mwali afin d'aller trouver des voies et moyens pour pallier ou pour mettre, je dirais, une pierre sur un mur afin d'élever des solutions positives pour les cas des causes qui touchent la femme. Ok. Mais avant d'aller plus loin avec le Mwali, on aimerait ça que tu nous parles un peu de toi. Donc, où es-tu? Où est-ce que tu es né? Est-ce que tu es né au Québec? Ou sinon, depuis quand tu es ici? Parle-nous un peu de toi. On va pas te demander ton âge, à moins que tu veuilles nous le dire. Demandez-moi jamais ça. Mais tu peux le dire. Parle-nous un peu de toi. En fait, je suis né au Congo, Kinshasa, d'un père journaliste, d'une mère qui travaillait à la banque. Je suis d'une famille de 6 enfants, une seule fille. Et ça fait plus de 10 ans que je vis au Canada. J'ai un bac en communication, j'ai un DEC en administration des affaires. Je suis en train de faire actuellement un bac en gestion à HEC Montréal. Je suis père de famille, j'ai une fille actuellement. Donc j'aurai d'autres enfants parce que j'ai une fille. Je suis fondateur, président de l'organisation Mwali. J'ai des engagements politiques à côté que je préfère ne pas mentionner ici, pour le plan personnel. Et aussi, je siège au conseil d'administration de Carrefour Jeunesse Montréal Centre-Nord comme bénévole. Et je suis aussi au conseil d'administration de la communauté congolaise de Montréal. Oh mon Dieu! Mon Dieu! C'est volumineux, hein? Ta journée, est-ce que ta journée a 24 heures comme tout le monde ou bien ta journée a plus d'heures? Parce que. Heureusement, je travaille. Comment tu fais tout ça? Les études, t'es un époux, t'es un papa, comment tu jongles tout ça? Travail, famille, comment. D'abord, j'ai dit un coup de chapeau à mon employeur parce que je travaille de lundi à jeudi. Donc j'ai fait 33 heures semaine de travail et j'ai mon week-end que j'ai bien réparti pour ma famille aussi. Surtout mon vendredi pour mettons, mes autres engagements en dehors de mon travail. Du coup, ça me permet d'avoir une vie de famille équilibrée. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on veut aussi se battre par rapport à Mwali pour que donner aux femmes une vie de famille entre la profession et la famille qui ait un équilibre. Si on peut avoir 4 jours de travail, le faire en 35 heures, pourquoi ne pas le faire et avoir un week-end en famille pour tout le monde, pour la société, qu'on ait des mentalités où des humeurs, on sera plus des humeurs tout le temps. Exactement. On sera aisé dans nos comportements parce qu'on aura un train de vie équilibré. Donc je dis merci à mon employeur, j'ai dit que j'étais le nom, mais j'ai un vrai travail qui beaucoup ont envie. Oui, mais t'es très chargé, mais j'imagine que parce que tu étais au Québec quand même depuis 10 ans, mais je présume que tu étais impliqué dans toutes ces causes-là déjà depuis au Congo. Oui, c'est depuis. Comment tu as trouvé l'intégration ici au Québec, le Congo, le Québec? Comment tu trouves les deux pays? Quelle est d'après toi la plus grande différence? La première chose, c'est juste le climat. Ah bon, ça c'est... J'arrive du Congo, 35 degrés, j'arrive au Canada, moins 40. Oh mon Dieu! Comment on vit? Je disais à ma mère une fois, je partais à l'école le matin, mes mains avaient gelé. Comment tu as vécu dans ces pays ici? Elle m'a dit, tu aimeras ces pays. C'est sa réponse. Après, peut-être 10 ans plus tard, je vous dis clairement, j'aime ces pays. Ces pays me donnent la liberté de m'exprimer, la liberté de dire, pas de manière impolie, dire non, mon employeur, je ne peux pas le faire, j'ai pas le temps. Mon employeur comprendra. Mais dans un pays d'origine que le Congo, tu ne dis pas non à l'employeur, c'est lui ton boss, c'est comme ton Dieu. Tu dis non, demain tu perds l'emploi. Alors le Canada me donne cette liberté de connaître mes limites, mes droits, mes devoirs et mes engagements. Du coup, cette liberté de m'exprimer, de dire non, mettons, aux lois qui ne marchent pas, de dire oui à ceux qui marchent et même d'accepter l'opposition des autres. Ça se fait que je suis dans un déni et ils voient mieux que moi. Du coup, en échangeant, ça me permet d'avoir des idées claires et précises. Tout à fait, tu voulais ajouter? Oui, je voulais ajouter, mais je sais que vous parliez qu'il y a une situation qui a fait, mais pourquoi autant la cause de la femme? Parce que d'une perspective, pour moi, actuellement, on est femme, on veut défendre nos droits. Vous êtes homme, souvent c'est automatiquement suivre les droits des hommes. Mais là, d'aller directement au sens opposé, dans le sens que je vois le besoin de l'autre, puis je vais répondre pourquoi ça. En fait, c'est parti aussi de ma famille. On est 5 garçons, une fille.
Mais c'est beaucoup plus, à un moment donné, je dois vous avouer que mon père faisait partie de la mouvance présidentielle à l'époque au pays. Donc quand il y a eu changement du pouvoir, mon père a perdu au début un peu tous ces contacts-là, l'emploi, et comme une chute à la maison, le temps de vie avait un peu baissé. Mais ma mère qui travaille depuis longtemps dans une banque de la place, nous a permis à mettre le même train de vie. Ma mère travaille d'arrache-pied, de lundi à vendredi, samedi, elle est avec nous, dimanche, pendant la prière. J'ai vu cette mère se battre, je me suis dit, mais waouh! Je pensais que si mon père n'était pas en emploi, on s'irait dans la rue, on peut entrer à la maison. Maintenant, elle s'est battue elle-même pendant près de 7 ans, 8 ans, avant que mon père se prêt. Ça a pris du temps, mais ma mère n'a pas aussi, bien que, je veux dire, c'est quelque chose, bien qu'en Afrique, il y a toutes des injustices par rapport à la femme, ma mère n'a pas vu ça comme ça. Elle partait voir, c'est ma famille, c'est mes enfants, on garde le même train de vie, la même école, la même éducation. Cette force, cet engagement m'a permis maintenant à voir la femme. Avant, je ne voyais pas ça comme ça. Quand j'ai vu la femme, quand j'ai appris les violences, je me dis, mais si ces femmes sont tuées, qui va s'occuper de leur famille? Maintenant, s'occupe de moi, mon père n'est pas en emploi. Donc j'ai fait les liens par rapport à ça. Et c'est là qu'est parti vraiment la volonté de mettre l'emphase sur la cause de la femme. Wow. Donc vous êtes une famille impliquée. Oui. Mais il y a l'autre chose, c'est vous étiez 5 garçons et une fille. Alors quel était l'aspect du protecteur de la petite sœur ou de la grande sœur? Parce que c'est la seule. C'est une petite sœur. Ouais, c'est là. Bon, en fait, quand ma mère a émigré au Canada au début, je suis resté à la maison. Mes 2 grands frères étaient quasiment ennemis, ils sont mariés chacun par chez lui. Mon frère aîné était parti habiter en Thaïlande. Je suis resté comme l'aîné sur place. Alors, j'ai commencé à prendre soin de mes frères, de mon frère et de ma soeur. Et j'étais le premier à apprendre à cuisiner à la maison. Je reviens de l'école à midi, j'ai cuisiné pour tout le monde, je faisais mes devoirs, puis je m'occupais de ma soeur. Et puis, en grandissant comme ça, et cet aspect protecteur, j'ai jusqu'à présent ma soeur, je suis protecteur envers elle. Mais des fois, j'en fais les trop, elle a grandi. Mais je connais d'où on vient avec elle, comme on dit qu'on est, parce qu'on vient de loin. Je connais d'où on vient et où est-ce qu'on est actuellement. Et c'est ça un peu. Et puis, donc tu es un grand frère que tout le monde aimerait avoir. Oui. Et un papa et un époux excellent aussi. Idéalement, mais j'ai aussi mes imperfections. Bon. On sait que tu as fondé l'organisme Mwali. Est-ce que tu peux nous rappeler l'année dans laquelle ça a été fondé Mwali, récemment? Non, en fait, Mwali est fondé au Congo. Ok. Mwali est enregistré au Canada en 2018. Oui. Mais Mwali est fondé au Congo depuis 2009. Ok. Avec une équipe, petite équipe avec qui on était au Congo, où on a organisé 2 soirées, des levées de fonds pour la femme. Ces fonds ont été envoyés dans l'est du pays. Et puis, peu de temps après, je suis arrivé au Canada. Donc, mon intégration ne m'a pas permis de garder la même lancée, le même rythme d'engagement. Il fallait refaire quasiment les études, il fallait trouver un emploi. Tout à fait. Les défis de quand on émigre. Et puis, j'ai rencontré ma femme, il fallait d'abord commencer à se placer. Et je me suis dit, dernièrement, à la soirée des gars, j'ai dit, c'est comme si Mwali voulait que je puisse arranger un peu ça. Stabilise-toi, trouve un emploi, intègre-toi, étudie, et un diplôme. Et marie-toi, peut-être tu auras les bases d'être un peu comme responsable d'une organisation qui parle de la femme. Tout à fait. Et tu n'es pas tout seul dans ton équipe, donc il y a quelqu'un qui est ici avec toi aujourd'hui. Oui. Bon, il y a plusieurs personnes qui sont ici avec toi aujourd'hui, mais on aimerait appeler un de tes collègues qui est monsieur Désiré Kafunda. Désiré Kafunda, on va l'accueillir. Rebonjour. Rebonjour, ça va bien? Je l'ai vu! Bonjour. Bon, là, nous, on va peut-être vous laisser sur le sofa. Bon, Monsieur Désiré, qu'est-ce que ça fait de faire partie d'un organisme avec une mission si noble? Ben, tout d'abord, parlez-nous de vous. Depuis quand, on peut peut-être se tutoyer, depuis quand tu es un des responsables du Mwali, tu es responsable des communications. Donc, dis-nous depuis quand et puis parle-nous un peu de ton parcours professionnel et juste parce que tu es né au Québec, mais en quelle année tu es arrivé au Québec? Donc, parle-nous un peu de ça. Oui, je vais commencer par Mwali comme point de départ et remonter un tout petit peu par rapport à mon parcours professionnel. Moi, je reçois un appel d'Olivier qui me dit un beau jour, voilà, j'aimerais
lance un organisme à but non lucratif. Il me dit, il est honnête avec moi, il me dit en fait c'est un organisme qui existe déjà, mais j'ai besoin de recruter une nouvelle équipe pour donner une nouvelle vie à cet organisme. Et c'est pas par hasard qu'il m'appelle, vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Il me dit voilà, je t'occupe de la communication. Ça s'est fait cette année en 2018. On relance Moali. On fait un calendrier d'activités. On organise un premier gala. Avant d'organiser le premier gala, on fait une petite recherche sur le terrain. Question de savoir un peu comment ça se passe en matière d'organisme à but non lucratif. Oui. Est-ce qu'on parle du gala de cette année? Oui, du gala de cette année. Comment ça se passe en matière d'organismes à but non lucratif? Comment est-ce que ces organismes à but non lucratif qui se battent pour d'autres causes et qui sont gérés par des femmes fonctionnent? On trouve nos nominés, on a à la fin des lauréates et c'est comme ça que nous avons le gala Moali. Pour revenir maintenant sur l'historique, en fait j'ai un bachelor en communication, j'ai un master en communication stratégique, c'est pas la même chose. Et puis j'ai travaillé pendant 12 ans dans les médias et pendant 3 ans dans les médias sociaux. Donc c'est comme ça qu'Olivier a eu vent de ce que je faisais, c'est comme ça qu'il me capte, parce qu'il se rend compte qu'il y a quelqu'un aussi qui a une histoire un peu similaire sur le terrain. Quand même un beau bagage professionnel. Oui, un bon bagage professionnel en matière de communication. Et c'est comme ça qu'il me retrouve et c'est comme ça qu'il me fait participer à Tu voulais dire quelque chose? Oui, mais ça reste encore toujours la même question. Pourquoi maintenant embrasser une cause pour la femme en tant que telle? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui fait que c'est devenu une passion? C'est plus dans ce sens-là. Oui, j'ai un peu écouté l'histoire d'Olivier et nos histoires sont vraiment très similaires. Parce que ça prend une femme pour éduquer un homme et lui apprendre à respecter d'autres femmes. Ma mère était très engagée également. Elle a travaillé pendant de nombreuses années pour l'UNICEF. Donc, non seulement elle a été engagée pour les enfants par le biais de l'UNICEF, l'organisation, je me perds un peu dans international, tout le monde connaît. Oui, vraiment la cause des enfants. Pour la cause des enfants et tout. Oui. Elle a été engagée pendant de nombreuses années, non seulement pour les enfants, mais également pour les communautés autour d'elle. Et en voyant ça, en voyant une femme engagée tous les jours, jusqu'à présent, elle paye ses cotisations, donc comme elle ne fait plus partie de l'UNICEF, en voyant une femme engagée se lever tous les jours, tous les matins, et dire voilà, je vais aider les communautés autour de moi. Nous, notre maison était un havre de paix. On accueillait des gens de toutes les communautés, des gens qui étaient là en transition, des gens qui étaient réfugiés. Chaque année, je me suis fait des nouveaux amis parce qu'on avait toujours des gens qui passaient par la maison. C'était vraiment un havre de paix. Et en voyant une femme conduire tout ça, ça m'a donné une idée de ce que la femme est capable de faire. Ça m'a donné une idée de comment est-ce que la femme peut conduire une organisation. Ça m'a également donné une idée de ce que nous, en tant qu'hommes, devons faire pour supporter les femmes. En passant, la petite histoire, c'est que ma mère m'a toujours dit, écoute, moi, mes garçons, ils vont faire tout comme la femme. Ils vont faire la cuisine, ils vont sortir, ils vont aller travailler, ils vont s'occuper des enfants. Et aujourd'hui, je peux dire que à 90%, je sais faire tout ça. Wow, félicitations, parce que nous, quand même, dans nos cultures noires, je pense que nos cultures se ressemblent beaucoup, nous en étant haïtiennes et congolais. Donc, je pense que c'est des cultures qui se ressemblent pas mal en termes de valeurs. Souvent, à la maison, c'est les femmes qui font les travaux. Et on voit même dans des familles où il y a des filles et des garçons, souvent, c'est les filles qui vont faire le ménage, vont préparer à manger et les garçons vont rien faire. En tout cas, dans notre culture haïtienne, c'est comme ça, c'est sûr que ça a changé peut-être un peu, mais c'est ce qu'on voyait quand on était plus petite et c'est ce que nos parents ont vu. Cynthia, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais vos familles sont quand même ouvertes. La façon que vous avez été élevés, vos familles sont quand même ouvertes. Excuse-moi de t'interrompre. Oui, mais c'est juste que c'est pas seulement la communauté noire en tant que telle. Moi, j'ai travaillé aussi à l'Institut Saint-Léonard, Saint-Michel, et la communauté italienne aussi. C'est à peu près la même chose. Et maghrébine aussi. Oui, donc c'est sûr qu'on le voit. Puis moi, ma mère m'a toujours dit, puis c'est intéressant ce que vous dites, il dit, si tu veux savoir si un garçon est bon pour toi,
voir comment il traite sa mère. Donc souvent aussi, la mère a un impact dans comment le dynamisme entre le garçon et la mère, qui va aussi avoir un effet dans comment il va interagir avec toi. Donc c'est sûr que ce qu'il dit, je suis tout à fait d'accord. Puis même entre nous, c'est quelque chose qu'on se dit, sachant que un homme, s'il est capable de reconnaître la valeur de sa mère, fort probablement il va connaître notre valeur. Et c'est souvent ce que j'ai vu. C'est quand même une très bonne statistique, c'est peut-être pas montré, mais je trouve que c'est vrai. Et pour ajouter, ma mère est un peu plus comme la mère comme votre mère. Ma mère a toujours dit à mon frère, je vais t'apprendre tout au cas où tu n'as pas de femme, tu sais comment t'occuper de toi. Très important. Puis maintenant, mon frère est pire. Donc, dans le sens qu'il fait tout, il est même trop méticuleux. Alors, moi, maintenant, j'ai dit, j'ai peur pour cette femme. Mais ça reste quand même intéressant de voir quand même des fois le revirement. Oui. Mais mon autre point, c'est, j'ai eu pas le temps. Moali, c'est un acronyme, c'est un mot. C'est quoi la source de cet organisme-là? En fait, Moali, c'est... Au départ, avec des amis, à l'époque, on a créé Moali, on l'a appelé Soirée de la femme des valeurs. Simplement ça. Alors moi, j'ai trouvé ça un peu long à écrire, femme des valeurs. C'était long, même quand on faisait une affiche, comme ça pesait beaucoup de police pour écrire femme des valeurs en haut. Oui. Il ne fallait pas combler l'affiche de beaucoup de mots. J'ai dit à l'école, il n'y a pas un autre mot dans une langue du pays, mettons les Swahili, les Chiluba, les Congo, ou qui dirait femme des valeurs en un mot. Je veux un seul mot. Là, on s'est réfléchi, on a réfléchi, plusieurs mots sont arrivés, on a parlé de Wanawake, on a parlé de beaucoup de mots, après on a dit, on a tombé sur Moali. J'ai dit, oh, Moali, c'est bien, c'est 5 lettres simplement, c'est pas long à écrire. Ça signifiait, dans le fond, femme engagée, femme des mérites, femme autonome, femme des respects, femme d'honneur. On s'est dit, ok, on va prendre une seule définition, c'était femme des mérites. On est passé des femmes des valeurs à Moali, femmes des mérites. Donc au Canada, au Québec, avec la loi 101, il faut toujours l'inscrire comme entreprise appelée femme des mérites, mais autrement utilisé, c'est Moali. Wow! C'est là parce que je me dis, j'essaie même des fois, je suis un peu drôle, je suis comme, mais quel acronyme j'étais comme, je comprends pas. Fait que j'essaie de dire, il faut que je leur demande parce que ça reste que tu vois un mot ou tu vois des acronymes, tu vois certaines choses, mais il faut que ça ait une connotation que tu es accroché. Puis je me suis dit, c'est peut-être la même chose pour les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi la portée de ce mot pour que nous, on puisse s'en rappeler pour dire, OK, maintenant vous me le dites, je suis dit, ah bon, OK, moi, je ne l'oublie pas, mais ça reste que, est-ce que ensuite le reste de votre équipe, il y a des femmes ou c'est vraiment vous deux à date? Pour votre information, on est les seuls hommes de l'équipe. Ah oui, OK. On est un comité de 6 personnes. OK. On est les seuls hommes. OK. Ouais. Mais là, c'est quand même assez équilibré, là. 4 sur 6, c'est quand même... c'est pas si pire, mais ça doit être... Ça, c'est les comités des personnes permanentes. Si on élargit, on sera à 9-10 personnes, c'est encore 2 hommes. Ah, OK, bon, là mais c'est... Moi, ce que j'aime, puis même des fois, j'ai des situations où on vit certaines choses, puis j'ai mon côté, on est femme, on est émotive, donc j'ai mon opinion, puis des fois, je suis fermée. Puis des fois, je me dis, une perspective masculine peut toujours m'aider. Donc, j'ai des personnes que je suis plus proche, je dis, écoute, voilà ma situation, je sais que moi, dans ma tête, j'ai raison, comme plusieurs des femmes, mais je vais essayer d'avoir une perspective masculine pour m'aider à voir. Et souvent, je trouve que ça apporte quand même des beaux fruits. Donc, c'est sûr que c'est quand même 2 hommes, mais je vous stimule à essayer d'emmener cette autre perspective et d'emmener d'autres hommes. Et qu'est-ce que vous faites pour accrocher d'autres hommes à votre... Oui, déjà, je peux répondre. Rien qu'avoir notre calendrier d'activité, nous savons déjà que ça accrochera d'autres hommes, ça l'a déjà fait. Pendant le gala, nous avons eu des appels d'autres hommes, en fait, d'hommes gérants d'autres organisations qui veulent s'impliquer dans Moali, même si c'est juste pour compléter leur action déjà sur le terrain. Par exemple, nous avons un 5 à 8 prévu en octobre qui aura besoin d'intervenants. Il y aura des intervenants hommes.
nous avons un événement avec des experts. Des experts qui vont nous apprendre comment gérer les organismes à but non lucratif qui parlent de causes touchant la femme, mais qui vont également nous apprendre comment gérer un organisme à but non lucratif tout court. Ça prend des hommes, ça prend des personnes qui ont des compétences en communication, des compétences en administration. Voilà un peu comment ils sont appelés. Nous avons une partie de Noël. Vous savez, les organisations. On va pour l'instant. Non. Pas de Noël pour l'instant. Et tout le On va s'arrêter à l'Action des Grâces. Oui, c'est ça. L'Action des Grâces sont bien, c'est ça. En parlant de fête, en parlant de gala, moi je tiens à remercier le comité du Moali, au comité organisateur dont vous faites partie tous les deux. Et merci au président, merci aux responsables des communications. Je tiens à le remercier parce que j'ai été une des lauréates cette année. Je l'avais partagé sur ma page personnelle, Betty et Adrien, parce que ceux qui sont amis Facebook avec moi, vous l'avez peut-être vu. Donc, j'ai été lauréate et pour mon implication, pour mon travail dans les médias ici au Québec depuis quelques années. Donc, c'était tout un honneur pour moi et c'est un prix qui m'est très, très cher. Il y avait plusieurs personnes politiques qui étaient là, qui nous ont accompagnés. Et vraiment, les femmes que j'ai rencontrées, les femmes qui étaient lauréates et qui étaient gagnantes du Moali, vraiment, je suis restée bouche bée avec le parcours de ces femmes-là. Et les 5 gagnantes, je suis restée bouche bée avec tout ce qu'elles font. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'en avoir 2 avec nous. Et on va te laisser les présenter pour qu'elles puissent venir nous rejoindre. D'accord. Je suis heureux de vous présenter Madame Céline Mouna et Madame Frédérica Morissette qui vont nous joindre sur ces plateaux. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. On est heureux de vous avoir. Je sais pas si tout le monde rentre. Tout le monde est messe, donc ça devrait aller. Tout le monde est... Bon. Merci d'être ici, mesdames. J'espère que tout le monde est confortable. Oui. Donc, le Moali, c'était quand même quelque chose de gros pour nous tous. Donc, moi, je ne m'attendais pas même à être lauréate. Je ne m'attendais pas à ça. Et surtout quand j'ai appris la noble cause derrière le Moali. Donc, Frédérica Morissette, toi, tu as fondé l'organisme Tendre la main. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton organisme? Oui, bien sûr. L'organisme Tendre la main, c'est un organisme à but non lucratif. Notre mission, c'est vraiment d'aider toute personne démunie. Donc, on englobe les hommes, les femmes, les familles, mais toute personne qui est en situation de difficulté, que ce soit financière ou de ressources. Donc, c'est un peu notre mission. Donc, on a été fondé en 2014. On a commencé tranquillement en octobre. C'était plus point de vue paperasse. On a commencé plus en 2015. Donc, les services qu'on offre actuellement, c'est beaucoup plus ponctuel. Étant donné que, oui, je travaille à temps plein, je suis maman parentale et tout ça. Wow. En plus que je suis très impliquée aussi, point de vue dans l'église. En plus de l'organisme. Wow. Donc, on fait ça à temps partiel. Le programme qu'on a actuellement en place, on a la jeunesse artistique qui touche vraiment les jeunes de 12 à 25 ans. Qu'est-ce que c'est la jeunesse artistique? On donne des formations musicales, que ce soit en chant, que ce soit en musique, cours de guitare, cours de piano, cours de batterie, je vais oublier quelque chose de basse. Mais aussi des formations multimédia, donc un peu comme monsieur fait, la prise de caméra, les prises de photos. Wow. On est en association avec AGPM Multimédia. Donc c'est cet aspect-là, ça c'est pour la jeunesse artistique. Éventuellement, on va faire un genre de café pour que les jeunes puissent se retrouver, tout ça. D'avoir l'aide aux devoirs qu'on est en train de monter, justement pour aider les jeunes qui sont en difficulté d'apprentissage dans ce rodage. Ça c'est l'aspect jeunesse artistique. On a aussi, je rentre sur une bonne note. Qu'est-ce que ça veut être? C'est vraiment aider les enfants qui retournent à l'école. Donc on veut l'année passée, ça fait 2 ans, l'année passée on n'a pas pu l'offrir faute de ressources, mais la première année on a pu l'offrir d'en faire des articles d'école, des certificats cadeaux pour la rentrée scolaire, pour les familles qui sont à faible revenu, qui des fois on sait que c'est pas facile, les mamans monoparentales de faire une manque de sous, donc on offre des certificats cadeaux.
C'est ce qui est en branle actuellement maintenant. Pour la rentrée. Qu'est-ce qui s'en vient? Et c'est quelque chose qui est très apprécié, très populaire et très demandé. Oui, c'est une période très difficile pour les familles, surtout à faible revenu. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on met en place. Le troisième programme qu'on fait toujours à chaque année depuis les 3 dernières années s'appelle le Banquet du Roi. Qu'est-ce que c'est? C'est un souper-spectacle, mais on invite tout simplement les familles à faible revenu. Souvent pendant le temps des fêtes, oui, ils ont des paniers de Noël, oui, ils ont des choses, mais ils n'ont pas d'activité pour faire sentir que c'est le temps des fêtes, je peux participer. C'est un souper-spectacle, il y a des prestations justement de nos jeunes qui performent pendant ce temps-là. On a des performances d'un peu de toutes sortes de personnes. On remet des dindes, on remet des cadeaux aux enfants l'année passée. C'est vraiment un travail extraordinaire. Oui, c'est énormément de travail. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent dans cette soirée-là, mais ils sont vraiment très, très contents. Oui. On offre des cadeaux. Par la suite, on aimerait un petit peu aller plus loin cette année, si possible, offrir aussi des paniers de Noël en même temps. Wow. Si c'est possible, mais c'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup de moyens. Et ça demande quand même un financement. Beaucoup, justement. J'en profite pendant que je suis là. Oui, tu peux faire une déclaration, c'est la place. On est à la place. Voilà, j'aimerais ça inviter tout le monde, ceux qui peuvent. On a une levée de fonds qui se tiendra le 9 août. De 17h30 à 20h30 qui va se tenir lorsqu'on est au 10 310 rue Pelletier à Montréal-Nord. Donc c'est un cocktail dînatoire. La donation qu'on demande, c'est $50 pour pouvoir participer. Donc il y aura, c'est sûr, des prestations, on va parler un peu de qui qu'on est. Il y aura d'autres choses au programme que je ne vais pas toutes dire ici. Je vous laisse venir pour apprécier qu'est-ce que c'est. Je dis merci à ceux qui ont aussi aidé pour la commanditaire. Il y a l'équipe Moali qui partenaires qui ont jumpé avec nous, si on peut dire, dedans. Oui. Je dis merci pendant que j'y pense. Je ne vais pas oublier I Love Africa, donc qui offre des cafés et éco-responsable équitable, qui a mis la main à la tête, qui nous a entendu. Il a dit, moi, j'investis tout de suite, donc je rentre dans une bonne note. Il va nous donner des certificats cadeaux. Je dis merci à les décorations label, tout ce qui est décoration, il va nous l'offrir gratuitement. Il y a beaucoup de personnes qui mettent de la Dollarama, qui nous ont donné des certificats cadeaux. Donc, il y a peut-être d'autres choses en cours parce qu'on cherche encore des commanditaires. Donc, si vous voulez vous impliquer, vous voulez participer. Avec l'émission, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont en parler. Beaucoup de gens nous suivent. Faites appel à nous. On prend vraiment toute l'aide possible pour que ça soit faisable. Donc, en gros, c'est ça, mon Dieu. C'est ce qu'on est. Mais on commence tranquillement. Il y a beaucoup d'autres choses en arrière à venir. Oui, tout à fait. Une chose à la fois. C'est ce qu'on est pour le moment. Donc, on est au point de vue plus ponctuel, mais il y a d'autres choses, programmes en cours, mais étant donné que. Oui, c'est extraordinaire. Mais ma question, et je la pose souvent, mais je suis probablement. C'est quoi qui a fait qu'aujourd'hui, je me réveille, je suis déjà mère, je suis mère, j'ai des enfants, je travaille, mais je veux aider les démunis. Qu'est-ce qui a amené que ce déclic-là, puis vous dites, je vais aider quelqu'un, je vais tendre la main, comme vous dites. Mais j'ai toujours été comme ça. Je ne sais pas, de plus loin que je me connais, j'ai toujours tendance à vouloir aider. Que ce soit aider quelqu'un qui est dans le besoin. Dans mon entourage, tout le monde me connaît. Même si je n'ai pas ce que j'ai, je vais le séparer. C'est dans ma nature. Même là, je me suis dit, regarde, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc, on a démarré ça avec, c'est chapeauté sous un ministère à GPM. Donc, on a parti ça qu'on aura sorti aussi de ce ministère-là éventuellement. Mais moi, je sais c'est quoi être mon parental. Je sais c'est quoi pendant une période de ma vie que j'ai manqué. Je sais c'est quoi. Donc, je suis passée par plusieurs rentrées scolaires, c'est difficile, je suis passée par là, je sais c'est quoi. Donc, j'ai vécu ça, je m'identifie facilement à toutes ces réalités-là. Donc, comment faire une différence dans la vie des gens, c'est en remettant un peu ce que j'ai reçu. Il y a des gens qui m'ont aidé pendant cette période de temps-là. J'ai reçu de l'aide. Donc maintenant, oui, je ne vais pas parler un peu de mon parcours, mais je m'en suis sortie, je suis à la guerre. Mais maintenant, c'est à moi de redonner en suivant, c'est à moi de faire la différence. Mais j'aime ce que vous avez ressorti. Je trouve que trop souvent, des fois, les gens ont un seul visage, la pauvreté. Puis c'est souvent sur un stigma de c'est quelqu'un qui est dans le bien-être social qui ne veut pas travailler, ou c'est quelqu'un qui est responsable de son sort. Mais des fois, c'est des saisons dans nos vies ou des situations difficiles qu'on a de besoin, mais qu'après, je connais beaucoup qui sont comme vous, qui ont vécu cette saison-là, puis ils ont dit maintenant, non, je ne peux pas rester indifférent. Et je veux donner au suivant. Et c'est là que c'est intéressant de ressortir
que ma réalité a été pour une saison, j'en ai besoin, mais c'est ça. Je trouve qu'il manque ça. Et surtout, je sais qu'on dit on est un pays riche, qu'on est béni et tout, mais seriez étonné par rapport à la pauvreté. Comme on a dit, moi je suis infirmière puis je suis au métier à domicile. Combien de fois j'ai été chez une personne âgée, j'ai ouvert le frigidaire puis j'ai eu 2 ou 3 canettes de nourriture, puis ça va être leur nourriture pour la semaine ou pour le mois à cause d'un manque. Alors jusqu'où qu'on va vouloir donner des excuses du visage de la pauvreté pour pas aider, pour pas dire j'ai un 10 $ de plus au lieu d'aller chez Starbucks pour un café à 6 $, oui c'est vrai c'est 6 $, puis de le prendre, mais de prendre ce 6 $ là puis dire ben, ça peut nourrir quelqu'un ou emmener un enfant chez McDonald's puis qui va être heureux. Donc c'est beau d'entendre de quelqu'un sa saison était difficile puis qui a décidé de faire un changement et je veux apporter un challenge aux gens qui écoutent. C'est vraiment une belle mais on n'a pas juste toi en tant que personne extraordinaire avec nous. Ici, on a les responsables du Moali et on a Sylvie. Bonjour Sylvie, merci d'être ici, merci d'avoir fait le déplacement. Donc Sylvie, toi tu es vice-présidente d'Autisme Québec depuis... Autisme Montréal. Autisme Montréal, Depuis 2012. Parle-nous un peu de ça parce que durant le gala du Moali, tu as partagé un peu de ton parcours et puis tu as mentionné ce qui t'a poussé. Donc je ne sais pas si tu peux partager un peu ce qui t'a poussé à lancer, à t'impliquer auprès des familles avec des enfants autistes. C'est très, très, très intéressant. On aimerait que tu le partages avec nos téléspectateurs. Bien sûr. Donc, moi, j'ai rejoint Autisme Montréal en 2012. C'est un organisme communautaire qui existe depuis 1981, qui a été créé par des parents d'enfants autistes parce qu'en ce moment-là, il n'y avait évidemment rien. Alors, ça permet d'améliorer les conditions de vie de familles aux prises avec des personnes autistes ou encore des adultes autistes, soit par des services concrets, du répit, gardiennage, camp d'été, soit par des aides, du support moral, du soutien, de l'écoute. Alors moi, pourquoi j'ai rejoint cet organisme-là? Moi-même, je suis maman d'un jeune adulte autiste qui a 20 ans maintenant. Donc quand il est né, à 2 ans, il avait des comportements atypiques, répétitifs, pas de langage, des crises à tout bout de champ. Et là, évidemment, on peut connaître toutes sortes de maladies qui existent, toutes sortes de troubles, mais l'autisme, on n'y pense jamais. Donc, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces comportements-là? Et le temps qu'on connaisse, le temps qu'il y ait ces comportements-là et le temps qu'on ait les diagnostics, ça prend dans les 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, il y a un vide de service, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a ton enfant. Là, on parle du Québec. On parle du Québec, on n'est oui. pas en Haïti, on est en 2001, pas au Congo. c'était en 2001. Donc, j'ai été voir, on m'a dit d'aller au CLSC pour dire qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mon fils parle pas, il classe des cassettes vidéo, il fait des crises pour un tout bout de champ, il ne veut pas qu'on le touche, il ne veut pas porter du coton, il ne veut pas porter de la laine. Qu'est-ce que je fais et tout? Ah, voilà, on va inscrire pour être diagnostiqué. Je dis, ok, bon, on va m'appeler dans un mois. Quand j'ai un problème, je suis malade, on m'appelle, je fais des radios. Au bout d'un mois, on me dit le diagnostic. Non, ça a pris beaucoup de temps et entre-temps, vide de service total. J'allais dans les organismes communautaires qui existaient déjà, famille, ben là, c'était pas possible. Ça ne catchait pas, ils ne pouvaient pas, je ne connaissais pas Autisme Montréal. Là, c'est des périodes de stress énormes, d'angoisse énorme. On était des jeunes immigrants ici avec mon conjoint, on avait 23-24 ans, on arrivait, on avait nos rêves, on devait faire nos équivalences, on devait faire nos acquis. Tout ça a été mis de côté, donc ça a retardé. Je ne pouvais évidemment pas travailler ni rien, alors mon conjoint devait faire double chiffre pour qu'on puisse survivre. Donc là, c'était déjà ça. Une fois le diagnostic fait, oh, vous allez avoir du service pour les enfants autistes, c'est des centres de réadaptation parce que c'est de la réadaptation. Ce n'est pas une maladie comme telle. Donc, à ce moment-là, vous avez déjà le diagnostic? Une fois après le diagnostic, on attendait les services de réadaptation. Est-ce que ça a été un choc pour vous? Est-ce que ça a été un choc parce qu'on ne connaissait pas c'est quoi, on essayait de traduire dans notre pays, dans notre langage, ça sortait genre des connotations péjoratives. Oui, dans nos cultures. Donc il y a eu toutes ces stigmatisations-là, il y a eu de l'isolement parce que bien entendu on ne pouvait pas aller dans nos cercles d'amis avec un enfant qui bouge partout, qui saute partout, qui casse tout, qui pleure. Donc il y a eu évidemment de l'isolement, nos familles ne comprenaient pas, ils disaient non, regardez en dessous de la lampe. Ah non, toutes les méthodes des grands-mères, on nous l'a dit. Donnez-lui un bel feuille. Ça va aller. Un oncle tel a parlé en retard. Un oncle tel a parlé en retard. Il y a toujours des exemples pour dire que...
comprenais pas. C'était juste ça. Ensuite, quand c'est arrivé le diagnostic pour la réadaptation, les traitements, il fallait aussi attendre 1 an, 2 ans. J'ai écouté, si je me casse une jambe ou autre, pourquoi ça? Là encore, c'est du stress, pas de service, rien du tout. Une fois qu'on a les services, on se rend compte que c'est vraiment un tout petit minimum. Je dis, mais il n'y a pas d'orthophoniste, il n'y a pas d'ergo, tout ça. Non, ça c'est spécialisé, on n'en a pas dans le centre de réadaptation. On a dû le peu d'argent qu'on a payé dans le privé. Bref, toutes ces choses-là fait qu'une fois qu'on commençait un petit peu à s'en sortir, j'ai reconnu Autisme Montréal qui nous a donné de l'aide, du répit. Je savais pas ce que c'était répit, du répit. Comment ça, je vais me reposer de mon enfant? Non, ils m'ont expliqué, non, c'est pas que vous n'aimez pas votre enfant, c'est répit pour vous, pour pouvoir. Parce qu'il répit, j'attendais répit. Mais je veux pas avoir du répit de mon enfant, non. C'est un endroit où vous pouvez aller, où votre enfant va aller pendant que vous reposez, parce qu'on s'attend, les mères, c'est la maman qui portait beaucoup plus. J'avais des cernes jusqu'à là, on m'a rencontré, j'avais les cheveux en l'air. La première fois que Autisme Montréal est venu à la maison, il dit, oula, là, on va vous aider au niveau pour que vous puissiez vous remettre dans plein. Ensuite, après ça, c'est là qu'après, de fil en aiguille, j'ai pu reprendre un peu de cours, j'ai pu reprendre un petit peu de cours. Je suis travailleuse sociale, intervenante sociale. Je me suis dit, je vais travailler avec les familles de personnes autistes dans le communautaire et je vais m'impliquer au niveau, quand j'ai vu ce que faisait Autisme Montréal, au niveau des services, il y avait beaucoup de familles des communautés, mais au niveau du CA ou de l'organisation, de la gestion, il n'y avait aucune famille, aucune personne de communauté culturelle. C'est là que je me suis joint à eux en 2012 pour pouvoir aider. Donc tu étais comme une des seules personnes J'étais la seule personne dans même jusqu'à présent, dans les manifestations, on va voir, je suis là toute seule. Mais pourtant, il y en a beaucoup dans les familles. Il y en a beaucoup dans la communauté, mais c'est tous les facteurs. Derrière une famille autiste, il y a des stress, il y a de l'angoisse, il y a des rêves perdus, il y a de la stigmatisation, il y a l'isolement, il y a le manque de ressources dans les systèmes. Il y a tous ces bagages-là. C'est difficile de les mettre de côté et puis d'aller d'avant. Est-ce que vous avez des familles que vous encadrez justement, qui sont des familles qui viennent des Caraïbes, de l'Afrique, j'ai travaillé maghrébine? Oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui viennent? Il y en a énormément. Dans les organismes communautaires dont j'ai travaillé, c'est toujours auprès des familles. Et la plupart du temps, moi, je m'occupe bien sûr des familles, des communautés. Mais de quelle origine? Moi, je suis du Congo. Ok, c'est ça. Il manquait cette information-là pour entrer dans cet aspect-là. Mais c'est toujours ça qui est notre barrière dans n'importe quelle communauté immigrante. C'est tout le stigma pour tant de choses qui est santé mentale, maladie invisible. Je parle dans le sens que l'autisme, on ne voit pas qu'il y a une béquille ou qu'il manque une jambe ou quelque chose, mais vu que ce n'est pas vu visuellement, les gens ont de la difficulté. Mais alors, ma question c'est celle-ci, qu'est-ce que vous allez faire pour autant ne plus être la seule personne à être impliquée, mais attirer d'autres personnes pour se lever au nom de gens qui vivent dans une communauté immigrante, parce qu'on est quand même de plus en plus diversifié, pour être cette personne-là qui va aider à briser ces stigmas. C'est depuis quelques temps, j'ai commencé à sensibiliser dans ma communauté par le biais d'abord des amis du Centrafrica qui ont comme développé un certain accueil pour les familles autistes, donc je travaillais avec des intervenants. Ensuite, dans mes lieux de culte, j'avais commencé aussi à sensibiliser, ainsi que dans les communautés, j'allais voir dans les familles. Donc c'est pour ça que je suis ici, parce que c'est une personne qui va au lieu de culte, qui a parlé de moi à Moali, qui m'a recommandé en disant, voilà, elle n'a pas d'enfant autiste, rien, mais elle trouvait intéressant cette sensibilisation-là. Par rapport à l'autisme, parce que tout le monde connaît quelqu'un qui a un enfant autiste, pourquoi pas briser le tabou, savoir quels sont les enjeux qui sont derrière pour pouvoir mieux accueillir et soutenir ces familles-là, même si on n'est pas des experts, parce que c'est très spécialisé, non seulement il n'y en a pas un qui est pareil, c'est tout un trouble de spectre, mais au moins avoir une sensibilité et comprendre ce que c'est. Et c'est surtout moi, dans les interventions que je fais, la plupart du temps, c'est les mères que je rencontre, et souvent, c'est des mamans que le papa est parti parce que c'était trop pour lui, donc c'est des femmes, des mères monoparentales qui deviennent éducatrices, psychologues, des fois, elles ont d'autres enfants aussi, elles ont pas juste un enfant. C'est vraiment, il y a une étude dernièrement qui a été faite sur l'impact sur les femmes
ça a conclu que l'impact est plus grave chez ces femmes-là. Comment aider ces femmes-là, comment trouver une solution pour ces femmes-là pour qu'ils ne vivent plus dans la pauvreté, parce qu'évidemment, elles travaillent plus. On peut pas travailler. Et tout ça, donc c'est par rapport aux femmes, parce que moi, c'est des mères et des femmes que je rencontre qui sont brisées, qui sont en crise. On essaie d'aider. Donc, d'où ça rentrait vraiment dans la thématique, encore une fois, des femmes, l'impact sur les femmes est encore plus grave. Mais j'ai une question plus personnelle. Je trouve que souvent aussi, lorsqu'il y a un enfant malade, la première personne condamnée, c'est la mère, c'est la faute de la mère. Est-ce que vous aviez senti ce genre de culpabilité-là lorsque vous avez vu qu'on vous a donné un diagnostic ou vous étiez en mode, je vais m'occuper de lui, on va pas rester juste à dire c'est ma faute, c'est la faute de qui, mais de juste le couvrir de cet amour. Est-ce qu'il y a eu cette phase où on voit le diagnostic, il y a des fois une condamnation personnelle, ou vous avez juste dit on va se couper? Oui, c'est clair qu'il y a toujours une période où on cherche les causes, où on cherche les raisons. Ah, peut-être, je ne sais pas ce que j'ai fait pendant la grossesse, est-ce que c'est parce que j'ai pris un Tylenol, un Advil, ou est-ce que c'est parce que c'est quoi, on va loin, on va même dans les coutumes, parce qu'il y a une tante qui m'a ensorcelée, on va dans surtout dans nos cultures. On rentre dans plein de choses, mais à un moment donné, il faut se relever. Je dis, écoutez, il est là, alors Ça arrive à faire de quoi? qui. Il faut faire de quoi? C'est pas parce qu'on est méchant qu'on a eu un enfant qui est autiste. Mais par contre, moi, j'ai travaillé à la MIPH, Association multiethnique pour l'intégration de personnes handicapées. Là, c'était des mamans de toutes les cultures. Et il y en a qui vivent de la violence conjugale parce qu'ils ont un enfant autiste dans certaines cultures, où les femmes sont battues, où la femme est répudiée, où on a vu de la violence conjugale même à ce niveau-là. Est-ce que c'est des pays d'Afrique, il y avait des pays de l'Asie, du Sud-Est, Donc c'est très mal vu dans ces l'asiatique, comme c'est la politique de l'enfant unique, alors quand on a un enfant et puis qu'il est handicapé, il faut carrément, et la mère et l'enfant qui sont dans le village. Donc j'ai vu toutes sortes de cultures, donc j'étais devenue médiatrice culturelle auprès de ces familles-là pour expliquer l'autisme versus la culture. Donc je vais développer une espèce d'expertise là-dedans, donc les CLSC des fois m'appeler, les écoles des fois pour expliquer au niveau de la culture que c'est pas une fatalité, que c'est pas des gris-gris, c'est pas tout ça. Donc j'étais vraiment spécialisée là-dedans jusqu'à présent parce que la plupart de la clientèle, c'est des familles de communautés culturelles. Bon, on va bientôt conclure. Malheureusement, on pourrait vraiment vous avoir toute l'après-midi parce qu'il y a tellement de choses à discuter. Moi, notre dernière question, en fait, ça serait pour les trois présidents du Moali et puis bon, l'équipe du Moali tout entière. Donc, on aimerait savoir quels sont vos projets pour cette année et où est-ce que les gens peuvent vous suivre après l'émission. Il y en a qui voudraient vous suivre, vous contribuer ou participer à vos activités. Donc, c'est quoi vos prochaines activités et où est-ce qu'ils peuvent vous suivre, votre site, etc. etc. En fait, Moali, on a un site web, c'est www.moali.ca. Moali, c'est M-W-A-L-I. On a une page Facebook, un compte, c'est Moali OSBL. La page, c'est Ngala Moali. On est sur Instagram, Moali, c'est Femme de Mérite, en un mot. On a un compte Twitter, c'est Moali tout court. Et on est présent sur les réseaux sociaux. Et pour les courriels, c'est info, pas de S à la fin, @moali.ca. C'est pour nous écrire un courriel. Ou directement, il y a un lien sur la page Facebook du courriel. Vous cliquez et puis ça nous envoie une email sur notre courriel directement. On vous répond dans un court délai selon votre demande. Et ensuite, ce que je vais ajouter, d'abord, pour dire qu'avec nos lauréates, c'est présent, c'est une partie de lauréates. Le gros du travail commence dès la semaine prochaine avec les lauréates sur les plans d'action qu'on va établir ensemble avec elles parce qu'il faut établir un plan de travail qui va rencontrer les intérêts de tout le monde et surtout rentrer dans la vision et dans la mission de Moali. Les activités en soi, on prévoit une activité au mois d'août, une autre, ça c'est très précis, Désiré l'a mentionné tantôt. Au mois d'octobre, c'est comme c'est une formule 5 à 7. Ça finit jamais à 7, ça finit à 8 toujours. Oui. Donc on dit 5 à 8. Et potentiellement, si Dieu nous prête vie, on va fêter la fête ensemble peu avant la Noël, histoire de passer une soirée à TikTok où tous ici, tout le monde. Oui. Pas maintenant à Noël, mais c'est une projection. Elle a peur du bon Noël. Projection. Et sinon, le prochain
prochain gala s'en vient, retenez la date, ça sera toujours le week-end de la fête des mères. On essaye de sortir du mois de mars parce que le mois de mars est plein d'activités pour la femme. Tout à fait. On veut laisser à ces femmes-là, à ces organisations qui font des activités au mois de mars, leur Tout temps. à fait. Et Mwali veut venir en son temps. Le week-end de la fête des mères, 2019, Gala Mwali, 2e édition. Donc, pour conclure, je vais emmener ce petit mot-là en écoutant chacun de votre histoire. C'est pas une saison difficile qui fait que vous êtes définis. Souvent, on reste dans un temps difficile pour se définir. Mais toutes ces personnes qui sont présentes ont utilisé cette situation, puis ils ont décidé de faire un changement et de tendre la main et emmener un effet bénéfique et d'entendre leurs histoires, d'entendre leurs témoignages. C'est souvent découlé d'une situation difficile, mais ils ont eu une passion parce qu'ils ont vu qu'il y a quelque chose à faire. Et si vous sentez que ce soit dans votre communauté, que ce soit dans la maison, vous sentez qu'il y a un besoin qui doit être répondu, c'est pas souvent seulement pour vous, mais c'est pour tout le monde. Et je vous mets au défi de faire une différence par n'importe quoi et commencer comme eux dans des organismes communautaires ou de vous impliquer ou faire quelque chose. C'est drôle parce que ça a l'air plus d'une émission sur la femme, mais c'est vraiment par rapport à donner au suivant puis faire un impact. On veut vous remercier, on remercie les commanditaires, on remercie chacune des personnes qui viennent nous écouter et qui veulent vraiment que la place devienne une émission qui va apporter un impact positif pour tout le monde et on espère vous revoir prochainement. Bonne journée. À très bientôt. Bye. Bye.